Bon, nous procédons donc aujourd'hui à l'audition des représentants de la Fédération des centres de lutte contre le cancer. Madame Pascale Flamand, déléguée générale, Monsieur le professeur Yvan Krakowski, directeur du service interdisciplinaire des soins de support en oncologie au centre Vautrin à Nancy, et Monsieur Bernard Leclerc, directeur général du centre Oscar Lambret à Lille. La commission d'enquête, mesdames, messieurs, a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse. Un compte-rendu donc en sera publié avec le rapport et son enregistrement vidéo sera diffusé sur le site du Sénat. J'attire donc l'attention du public présent qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence, que toute personne qui troublerait les débats en donnant des marques d'approbation ou d'approbation serait exclue sur le champ. Nous avons souhaité procéder à une série d'auditions sur le thème particulier du cancer, compte tenu de la menace que font peser sur ces malades les promesses de guérison, souvent hélas dénuées de fondement, dont se rendent coupables des charlatans dont les comportements semblent par ailleurs relever de comportements sectaires. Je rappelle donc à l'attention des 3 personnes auditionnées que notre commission d'enquête a pour origine une initiative de M. Jacques Mézard, président du RDSE, qui en est de ce fait le rapporteur. Je vais maintenant, mesdames, messieurs, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander à vous, madame Flamand, à vous, monsieur le professeur Krakowski, à vous, monsieur Leclerc, de prêter serment. Je vous rappelle aussi, mais pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13-14 et -15 du Code pénal. On va laisser arriver notre rapporteur. Madame Flamand, on va se lever. Vous prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je jure. Monsieur Krakowski, monsieur Yvan Krakowski, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je le jure. Monsieur Bernard Leclerc, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je le jure. Merci. Madame la déléguée générale, à la suite de votre exposé introductif, ainsi que vous, messieurs, mon collègue donc Jacques Mézard, rapporteur de cette commission, ainsi que les membres de la commission, les sénatrices et sénateurs ici présents, vous poseront quelques questions. Madame Flamand, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Ça va être un trio. On va intervenir tous les 3. Ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter en quelques mots les centres de lutte contre le cancer pour que vous nous connaissiez un petit peu mieux et la stratégie que nous menons. Et puis ensuite, nous interviendrons plus spécifiquement sur la thématique qui nous intéresse, sachant que je suis entourée par 2 médecins qui, pour l'un, est clinicien oncologue, j'allais dire de tous les jours, et qui travaille bien sûr notamment dans les soins de support, et qui est entre autres président de l'AFSOS, l'association des soins de support en oncologie, et puis le docteur Bernard Leclerc, qui est directeur d'un centre de lutte contre le cancer et membre du bureau de la fédération, et qui donc pourra tout à fait répondre à vos questions et intervenir notamment sur l'organisation des centres, la manière dont on essaie de se prémunir du risque de dérive sectaire. Alors, un mot sur les centres. Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements privés, à gestion privée, mais d'intérêt collectif, des ESPIC, avec une gouvernance tout à fait particulière, puisqu'ils sont très proches du monde public. C'est un préfet qui préside, selon les textes, les conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer. Le directeur général des centres, qui se trouve être systématiquement un médecin, est lui nommé par le ministre de la Santé, et dans certaines circonstances, même le ministre de la Recherche. Donc on est très proche du monde public, même si, bien sûr, les centres, comme je vous le disais, ont une gestion privée. Nous avons 3 missions de service public. On s'approche pas mal des missions des CHU, puisque nous avons la triple mission de soins, d'enseignement et de recherche.
Il y a 18 établissements de santé qui sont des centres de lutte contre le cancer. Et centre de lutte contre le cancer, un établissement qui figure sur un arrêté du ministre de la Santé. Il y en a 18 sur 20 sites, à peu près un établissement CLCC par région. Donc 20 centres de lutte contre le cancer, 18 établissements juridiquement parlant. Ça représente 16 000 salariés, dont 1500, 1600 médecins. Et l'activité s'élève pratiquement à 2 milliards d'euros désormais. On a une activité en croissance parce que malheureusement la maladie cancéreuse touche de plus en plus de monde. Et aussi parce que, et ça c'est plutôt une bonne chose, la maladie se chronicise et donc les traitements sont plus longs. Voilà en quelques mots brossés les centres de lutte contre le cancer. Je voudrais dire un mot parce qu'on vient d'adopter notre plan stratégique pour les centres, le plan stratégique d'Unicancer. Alors oui, je voulais aussi vous évoquer cette marque Unicancer que vous avez peut-être vu passer, dont vous avez entendu parler. Les centres de lutte contre le cancer ont eu une stratégie dite de groupe dans les dernières années et cette stratégie de mutualisation a conduit à créer un groupement de coopération sanitaire de moyens entre les centres de lutte contre le cancer et leurs fédérations en 2011, à la fin de 2010 et puis la mise en œuvre en 2011, un groupement de coopération sanitaire qui s'appelle Unicancer. Et donc on prend l'habitude de parler du groupe Unicancer ou d'Unicancer. En fait, il s'agit de l'ensemble des centres de lutte contre le cancer. Donc, si jamais on évoque Unicancer, sachez que voilà, que ça a cette matérialité-là, un groupement de coopération sanitaire sur le plan juridique qui héberge des activités mutualisées entre les centres. Voilà. Un mot sur le plan stratégique. On a une signature pour notre plan stratégique qui vient d'être adopté, qui est Ensemble, innovons toujours pour nos patients. Donc on va s'approcher petit à petit de votre thématique avec comme grands axes stratégiques l'innovation. Les centres ont été pionniers et restent pionniers sur de nombreux pratiques, et on va venir dans un instant aux soins de support. L'innovation, la diffusion de nos innovations et de notre savoir-faire auprès des autres établissements de santé, puisque nous sommes identifiés comme des établissements de recours, de référence, encore une fois très pionniers en matière de recherche clinique et autres. Nous avons un axe stratégique sur la performance, à la fois en termes d'efficience médico-économique et de qualité. Là encore, ça va toucher à notre questionnement de la manière dont on évite au maximum les risques sectaires. Traditionnellement, les centres ont toujours été très attentifs à la culture du patient partenaire. Et donc, dans notre plan stratégique, nous avons là encore poursuivi cet axe de prendre en compte les attentes des patients, en termes de qualité des soins, accès aux soins notamment. C'est pour nous absolument essentiel et on a notamment monté un observatoire des attentes des patients qui a commencé à nous rendre des résultats qui sont particulièrement intéressants. Voilà un petit peu sur le plan institutionnel. Je serai bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions sur ces points-là. Ce que je vous propose, vu le temps imparti, c'est qu'on commence à évoquer le point qui vous intéresse et notamment la manière dont les risques d'influence sectaire dans nos établissements, la manière dont on essaye au maximum de les éviter, les dispositifs qu'on met en place pour se prémunir de ce type de dérive-là. Ce que je vous propose, c'est que peut-être Yvan Krakowski vous évoque de quelle manière la maladie cancéreuse est spécifique en la matière. Vous l'évoquiez, Monsieur le Président, d'entrée de jeu. Et en quoi, jusqu'à présent et jusqu'à aujourd'hui, les centres ont été et sont toujours pionniers dans ce qu'on appelle les soins de support et la manière dont c'est organisé, justement pour professionnaliser au maximum et répondre aux attentes des patients dans ce domaine. Peut-être, Yvan, pouvez-vous en dire un mot ? Merci. Merci beaucoup de nous avoir sollicité, évidemment.
Donc moi, je voulais témoigner comme oncologue médical praticien et oncologue médical intéressé à ce qu'on appelle aujourd'hui les soins oncologiques de support, qui sont une approche assez ancienne et historique au sein des centres, mais qui s'est formalisée de plus en plus grâce, j'allais dire, au progrès de la cancérologie qui font que nous avons à gérer des patients de plus en plus souvent guéris, mais éventuellement avec certaines séquelles, et des patients qui ne vont pas guérir, mais dont l'espérance de vie, comme l'a rappelé Madame Flamand, s'est considérablement allongée, ce qui fait que l'aide, le soutien, la prise en charge des symptômes est quelque chose qui est tout à fait fondamental, parallèlement au traitement de la tumeur elle-même. Ceci a conduit d'ailleurs un certain nombre de médecins des centres de lutte contre le cancer et d'autres, Dieu soit loué, à créer une dynamique de recherche, d'évaluation, de formation sur la problématique des soins de support. Et nous avons été à l'origine d'un groupe soins de support au sein de la fédération puis d'Unicancer. Et puis j'ai eu l'honneur de présider la première association francophone pour les soins oncologiques de support qui fédère des cancérologues, mais également des praticiens et des professionnels, il n'y a pas que des médecins, sur justement la prise en charge de ces soins de support. Je rappelle que la définition des soins de support a été indiquée pour la première fois dans un texte réglementaire, à savoir la circulaire de 2005 sur l'organisation de la prise en charge du cancer. Nous avions eu l'occasion de nous exprimer voilà, lorsque la mission a été créée. Et il y avait eu un article fondateur qui résumait cette nécessité aujourd'hui de structurer nos soins de support. Alors les choses importantes pour nous dans cette approche, j'ai déjà évoqué le fait qu'on était dans une situation bien nouvelle, c'est-à-dire que les progrès, encore une fois, de la cancérologie nous ont mis dans cette situation d'accompagner les malades techniquement, psychologiquement et socialement bien mieux que par le passé, parce que malheureusement par le passé, les choses allaient très très vite et nous étions dans l'incapacité d'accompagner très longtemps les malades. Le point important, c'est qu'il y a eu donc nécessité de réfléchir un peu à cette organisation et à essayer d'aborder les différentes façons d'aider les patients, encore une fois, à toutes les phases de la maladie. Aujourd'hui, il nous semble qu'une des attentes fortes des patients, et ça a été très bien exprimé lors des États généraux de la Ligue, c'était de continuer évidemment les progrès que nous offrons à nos patients dans la prise en charge du cancer, mais un accroissement de l'écoute, un accroissement de l'aide pour aider à supporter, entre guillemets, tout de même cette épreuve, qui, même si on en guérit, est toujours une épreuve difficile. Et l'idée a donc été d'intensifier un peu, à côté, encore une fois, des traitements spécifiques du cancer ou des soins techniques, cette approche. Il est clair qu'aujourd'hui, nous pensons que offrir dans les établissements qui prennent en charge le cancer une aide technique plus performante pour atténuer les effets secondaires des traitements, quels qu'ils soient, pour être à nouveau un peu plus dans, on va dire, une médecine hippocratique que par nécessité. Et, on a un peu oublié dans la mesure où on s'est consacré beaucoup à l'approche technique. Eh bien, il nous semble que cette mise à disposition de temps pour que les patients puissent exprimer leurs difficultés, leur recherche d'un soutien sur des symptômes est une solution et le meilleur garant au fait que ces patients n'aient pas envie d'aller chercher en dehors des solutions miraculeuses qui seront toujours recherchées évidemment parce que nous cherchons tous l'éternité, mais qui sont une solution à éviter ces dérives. L'autre chose, c'est que nous sommes actuellement dans une démarche que nous pensons vertueuse, qui est celle de la démarche scientifique, à savoir de prendre en considération que les malades utilisent
un certain nombre de thérapeutiques complémentaires, de thérapies complémentaires, on peut les appeler de différentes façons, que les enquêtes montrent que c'est environ 60% des patients qui vont d'une façon ou d'une autre être utilisateurs de certaines approches, on va dire non conventionnelles comme on le dit, et qu'il est absolument nécessaire de poursuivre la réflexion sur l'identification de ces thérapeutiques, sur leur évaluation de la manière la plus pragmatique possible, et sur la possibilité de développer une recherche sur le sujet. Il y a plusieurs pistes actuellement de réflexion dans les centres, au sein de l'AFSOS, pour justement avoir une démarche d'évaluation de l'homéopathie, de l'approche par le thermalisme, qui par exemple est une approche qui apporte certaines aides pour certains patients au niveau des troubles cutanés, par exemple, et qui est l'occasion également dans ces centres d'avoir une approche un petit peu hors médicale, qui est assez appréciée des patients. Et cette démarche, elle est tout à fait fondamentale pour essayer d'élaborer des référentiels publics pour les professionnels et pour les malades qui leur permettent de se repérer sur ce thème. Dans cet ordre d'idée, il faut savoir que le 6 et le 7 décembre, l'AFSOS donc, a mené une de ces actions de mise en commun de référentiels et qu'il a été produit un référentiel, si nous avons le temps, je pourrais vous le montrer un petit peu, très simple, qui est mis à disposition des professionnels et des soignants, qui permet de catégoriser un petit peu ce que sont les thérapies complémentaires, qui les pratiquent, pourquoi elles sont pratiquées. Et cette première approche devrait permettre de poursuivre peu à peu une démarche, on va dire, plus précise sur l'homéopathie, l'auriculothérapie et d'autres pratiques qui sont largement utilisées par les patients. Donc voilà, sur le plan pratique, comment la fédération et comment les professionnels de la cancérologie essayent de mieux prendre en compte justement ces demandes des patients en dehors de l'approche du cancer. C'est l'approche aussi de la personne, et ça c'est une notion très importante. Et nous pensons que cette approche-là est la meilleure solution pour éviter que les patients aillent chercher ailleurs des solutions qui peuvent être quelquefois utiles, mais qui sont quelquefois très peut-être dangereuses. On sait qu'il peut y avoir des interactions, par exemple, entre certains médicaments dits naturels et certaines thérapeutiques, et il faut mettre en garde les patients. Il y a des exemples bien connus sur le sujet, et qu'ainsi on pourra répondre à cette attente de nos patients et des professionnels qui sont à la demande aujourd'hui de temps, entre guillemets, pour pouvoir aller dans ce sens. Juste un petit complément sur les soins de support plus traditionnels, qui comprennent, je parle sous le contrôle d'Ivan Krakowski, mais de la kiné ou de la psycho-oncologie ou autre. Je vous rappelle que le plan cancer prévoit de développer ces fameux soins de support, et notamment pour combattre la douleur. Et voilà, donc ça a été institutionnalisé. Les centres de lutte contre le cancer ont été très précurseurs dans le lancement de ces soins, parce que la prise en charge globale de la personne atteinte d'une maladie cancéreuse, ça fait partie des fondamentaux des centres de lutte contre le cancer, et pas seulement l'approche par organe ou médico-technique pure. Évidemment, on est aujourd'hui dans une situation un peu plus nouvelle, ou en tout cas qui évolue constamment, parce que émergent effectivement ces pratiques autres qu'évoquait Ivan Krakowski, et qu'on peut éventuellement considérer comme relevant de ces fameux soins de support, mais qui jusqu'à présent n'étaient pas considérés, qui n'étaient pas dans le pot commun traditionnel, ou qui ne le sont toujours pas dans le pot commun traditionnel des soins de support validés et éprouvés. Je voulais juste faire référence au plan cancer pour évoquer le fait que même dans une politique publique nationale, cette prise en charge globale est prise en considération.
Je ne sais pas si vous souhaitez... donc peut-être Bernard Leclerc. Bernard, tu peux peut-être expliquer comment toi, dans ton centre, tu organises les choses pour faire en sorte qu'on se prémunisse justement de toute influence déviante. Monsieur le Président, j'interviens ici en tant que directeur d'un centre de lutte contre le cancer depuis 11 ans en exercice. Je suis à mon 3e mandat. Et précédemment, j'ai travaillé 21 ans à l'Institut Gustave-Roussy, où j'étais médecin à l'Institut Gustave-Roussy, où j'ai terminé ma carrière à l'Institut Gustave-Roussy en tant que directeur adjoint. J'ai par ailleurs mené des projets au niveau national pour la Fédération des centres, dans l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, dans le domaine de la qualité. Et actuellement, je suis responsable d'un comité stratégique au niveau de la Fédération qui est destiné au management de la qualité et des risques. J'ai une vision, je pense, assez globale et des centres, et bien évidemment de mon centre. Là, c'est en tant que chef d'établissement et membre du bureau de la Fédération que j'interviendrai. Je voudrais vous dire que tous les centres de lutte contre le cancer fonctionnent sur un même modèle, un même paradigme, bien antérieur au plan cancer, qui est celui d'une organisation transversale et multidisciplinaire des soins. Tout repose sur le principe d'une expertise collective. Aucune décision thérapeutique n'est prise par l'initiative d'un seul acteur de santé, qu'il soit médecin dans le cadre de traitement ou qu'il soit soignant dans le cadre de l'application de soins infirmiers. Il y a toujours à l'origine d'une action thérapeutique chez les patients une concertation entre les professionnels, ce qui me semble être actuellement un des meilleurs garants de la robustesse de cet établissement aux pressions extérieures possibles et aux dérives sectaires. C'est donc un travail en équipe et c'est également des établissements qui ont pour particularité d'avoir une fonction de recours dans la région où ils sont implantés. Ils vont donc par essence recevoir les situations les plus graves, les plus compliquées, ce que leur plateau technique et l'expertise de leurs équipes leur permet, et c'est dans leur mission d'assurer. Il y a donc une masse critique de situations difficiles pour lesquelles les établissements se sont depuis longtemps organisés. Le second point, c'est, je pense, la qualité de l'information qui est donnée aux patients dès le début de la maladie. Tous les centres de lutte contre le cancer se sont inscrits lors de la mise en place du plan Cancer 1 dans les dispositifs expérimentaux d'étude du dispositif d'annonce. Ils ont acquis dans ce domaine une expérience qui a permis de consolider ce qu'ils faisaient déjà naturellement et de mettre en place un véritable dispositif d'annonce qui associe des professionnels médecins et des paramédicaux qui vont, à chaque étape importante de la maladie, pouvoir s'adresser au patient, lui fournissant une information dont nous savons qu'elle est très difficile à capter par les patients, qui dans ces situations sont dans des conditions psychologiques où ils comprennent peut-être au moment, mais ils ne se souviennent pas nécessairement de tout ce qu'on a dit. Il y a donc une obligation des équipes à veiller à ce que ce qui a été dit a bien été compris et à valider en permanence, à refaire formuler aux patients ce qui a été compris. Et c'est important, je crois, parce que, bien évidemment, ces populations sont vulnérables. Elles sont vulnérables pour deux raisons, parce que le cancer est fréquent aux deux extrêmes de la vie. Chez les enfants, ce n'est pas fréquent, mais à chaque fois, nous sommes là dans un cas d'école. Et de plus en plus, chez les sujets âgés, dans mon établissement, nous traitons chaque année plus de 1500 patients âgés de plus de 75 ans. Il s'agit donc non seulement de patients qui ont un cancer, mais de patients qui ont une vulnérabilité sociale, familiale et souvent une polypathologie, donc particulièrement exposés à une symptomatologie très riche pour laquelle il sera difficile de faire la part de ce qui est signe du cancer et tout simplement signe du vieillissement et d'autres pathologies associées. C'est dans ce contexte-là que les centres, je crois, ont été particulièrement attentifs à la structuration des soins de support, sans fermer la porte à des possibilités nouvelles qui semblent apparaître, mais avec une exigence d'évaluation et une exigence de placer ces thérapeutiques nouvelles au même niveau que l'innovation technologique, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut prendre avec intérêt, mais également avec sérieux, qu'il faut évaluer et qu'il faut placer dans un cadre qui donne une garantie aux personnes à qui on propose éventuellement ces thérapeutiques, que toutes les dispositions réglementaires et juridiques seront prises, sans parler de recherche clinique, car c'est un autre domaine que la recherche thérapeutique, c'est quand même une démarche de la même nature, et le consentement aux soins
dans des innovations thérapeutiques est un principe qui est vérifiable dans tous les centres de lutte contre le cancer. Quand je parle du consentement aux soins, c'est le consentement écrit sur des choses qui sont véritablement nouvelles. Alors, ce que je détiens en 23 ans d'expérience, 33 ans d'expérience maintenant dans les centres de lutte contre le cancer, je n'ai jamais été confronté directement, personnellement, à un problème de dérive sectaire. Il y en a peut-être eu, mais je ne les ai pas vues, elles étaient discrètes, elles ne m'ont pas touché directement dans mon exercice. J'ai entendu parler de patients qui avaient été aspirés par des personnes prétendant les soigner, qui manifestement faisaient de la médecine charlatanique. On a beaucoup parlé à l'époque où je suis arrivé à l'Institut Gustave Roussy des traitements Solomides, et ceci a, semble-t-il, disparu dans le temps. J'ai été le témoin de difficultés qu'ont eu les équipes pédiatriques avec des parents confrontés à des situations particulièrement douloureuses chez des enfants qui échappaient à des traitements et où l'issue fatale semblait faire peu de doute, qui surfaient sur Internet et qui demandaient aux équipes s'il était intéressant ou pas de s'adresser à telle ou telle proposition vue sur le net, qu'elle soit en France ou qu'elle soit étrangère. Nous avons toujours veillé dans ces situations à fournir l'information la plus précise et la plus complète à ces familles pour leur montrer les dangers qu'il y avait et souvent l'absence de preuves médicales dans des situations qui étaient médicalement établies à entreprendre des traitements qui nous paraissaient être des dérives. Ensuite, clairement, il y a quelque chose qui pousse en permanence le mouvement à souhaiter le développement de thérapeutiques nouvelles ou bien exposer éventuellement des patients à des difficultés. Dans le périmètre de l'établissement où je travaille et dans le périmètre des centres de lutte contre le cancer, je pense que les organisations qui ont été mises en place protègent efficacement les patients et les innovations en matière de thérapeutique conventionnelle sont envisagées par les directions et les équipes dans des cadres qui sont des cadres voisins de celui de la recherche clinique qui, a priori, sont maîtrisés. Mais je pense que la plus grande attention est de mise et qu'un effort particulier doit être fait au niveau de la formation de l'ensemble des professionnels de santé pour attirer leur vigilance sur des situations qu'il faut apprendre à dépister, à démasquer. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductifs et nous sommes prêts, bien évidemment, à répondre à vos questions. Bien, merci bien.